j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, mes limites, tu vois. Et parce que sinon, les autres journées ont été entre moins 15 et moins 20. Mais le moins 33 sous abri et le moins 45 ressenti, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Avec le recul, presque de l'instinct de survie, tu vois ce que je veux dire? Eh ben écoute, c'est parti. Bienvenue Arnaud sur le podcast. Bah, je te remercie beaucoup, Loïc. Merci, c'est gentil. Ravi de t'accueillir. J'ai réussi finalement après des mois à rester en contact. En tout cas, c'est vraiment super cool que tu prennes le temps. Je sais que tu es occupé entre tes différents projets. Donc c'est vraiment super sympa que tu puisses te libérer un petit peu pour partager ton parcours avec nous. Et d'ailleurs, je te propose de peut-être commencer par ça, nous expliquer qui est Arnaud, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben, écoute, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je fais pas mal de choses et je me laisse souvent porter par la passion plus que la raison. Donc, à un moment donné, quand les choses commencent à prendre d'un côté et d'un autre, bah, ça fait beaucoup de choses à faire dans une journée de 24 heures. Donc, bah, voilà qui je suis. Bah, j'ai 47 ans, 48 bientôt, passionné par le cyclisme que j'ai commencé à l'âge de 19 ans dans les compétitions, donc en compétition d'ailleurs, hein, pas du tout d'une autre manière. J'ai connu, moi, le premier contact avec le cyclisme, c'est la compétition, dans laquelle je m'étais donné jusqu'à 25 ans pour passer professionnel. Donc, avec le recul, c'est très très court, en 6 ans, sans avoir d'expérience de passer professionnel. Mais à 25 ans, j'étais en élite. Donc, c'est-à-dire qu'à 25 ans, j'étais au plus haut niveau amateur. Mais à l'époque, c'était tout début des années 2000, fin des années 90, il y avait pas, les structures de DN n'étaient encore pas mises en place. Et donc, bah, même si j'avais quelques résultats au niveau régional, bah, il n'y avait pas de possibilité de passer professionnel. Donc, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans la vie active. J'ai terminé, on va dire ma carrière, mais j'ai arrêté de faire des compétitions sur une tentative de record de l'heure. Donc j'avais déjà cette envie de notion de Ok. dépassement, de goûter à des choses un petit peu ultra et exigeantes. Donc en tout cas, j'ai toujours fait, même si j'ai pas connu le professionnalisme, j'ai toujours fait les choses avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'engagement et de passion. Et puis, donc, je suis rentré dans la vie active et toute l'énergie que je mettais dans le cyclisme, bah, je l'ai mis dans mon business puisque j'avais créé deux agences immobilières à Lyon. Et donc, je bossais 7 jours sur 7, bah, beaucoup d'engagement dans la vie professionnelle. Et puis, une opération d'une hernie inguinale. Le médecin me dit, tu devrais refaire un petit peu de sport, faire un petit peu de vélo. Et ben voilà, je suis remonté sur un vélo 7 ans après, ou 8 ans après l'avoir posé. Mais quand je te dis 8 ans après l'avoir posé, c'est que pendant 8 ans, je ne suis pas monté sur un vélo. Donc, bah, j'ai repris le vélo et alors déjà, j'ai pris une claque parce que la technologie des vélos avait Eh énormément oui. évolué avec des roues en carbone. Tout ce qui était consacré aux professionnels quand moi j'ai arrêté était descendu au niveau régional. Euh, et donc, bah, j'ai repris une licence en UFOLEP. Première course, bah, je me fais larguer au bout de 2 tours. Et deuxième course, je gagne. Et le week-end d'après, je gagne. Et puis après, je regagne. Et bah, après, c'est parti, tu mets le doigt dedans. En 2010, je fais une très, très grosse année où je gagne beaucoup d'épreuves, dont une par étape. Mais j'avais déjà on va dire, cette lassitude de faire des courses tous les dimanches avec les mêmes personnes autour du clocher. Au final sans avoir vraiment de sens. Et c'est là que j'ai commencé à chercher sur le net une aventure. Je me souviens taper aventure à vélo et je suis tombé sur cette Race Cross America dont on parlera. Et là, j'ai mis le doigt dans l'ultra et je peux dire 11 ans après que ça a complètement changé ma vie. Voilà. Et puis derrière sont arrivés les podcasts. Enfin bon, on va en parler, mais vraiment la découverte de l'ultra a vraiment changé ma vie. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que plus que ces courses, c'est devenu aujourd'hui, et peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton activité, puisque ta vie active à toi aujourd'hui, enfin, si je me trompe pas, c'est plus du tout le salariat. On a eu la chance de travailler ensemble, toi et moi, mais aujourd'hui, c'est un métier passion. Tu vis de ta passion. Tous tes projets, c'est ce qui te nourrit, si je me trompe pas. Bah écoute, je peux dire aujourd'hui effectivement que je vis de ma passion. C'est un peu Ah, bizarre de dire génial. ça parce que j'ai tout plaqué en me disant, ben voilà, parce qu'on a beaucoup de chance en France, c'est qu'on a un incubateur qui est extraordinaire, qui est Pôle Emploi. Et je me suis dit, bah, tu as 2 ans pour tout mettre en œuvre
et faire les choses le mieux possible pour que dans 2 ans, tu puisses vivre de ta passion. Et écoute, juste après que se soit croisés effectivement à Paris, on a eu l'occasion de travailler ensemble quelque temps. Bah, j'ai tout plaqué en fait, hein, très clairement. Hein. J'avais un très très bon poste. Après à Apple, j'ai travaillé pour une société espagnole où j'avais un poste extraordinaire. J'étais country manager, donc responsable de la France, responsable commercial de la France pour développer l'entreprise. Donc un bon poste, mais j'aurais eu des regrets. Je pensais que c'était le bon timing en fait pour me lancer et sur la Race Cross France et sur les podcasts que j'avais lancés. Et j'avais cette idée de café vélo qui est devenu grimpeur aujourd'hui sur Lyon. Donc tu vois, 3 activités. Ouais. Je n'arrive pas à faire qu'une chose. Je ne sais pas faire qu'une seule chose. Voilà. Et je me suis dit que bah, ces 3 axes-là, j'allais faire le maximum pour que 2 ans au bout donc de mon chômage à Pôle Emploi, je puisse vivre de ma passion et de toute l'expérience que j'avais acquise dans l'ultra distance. Et je peux dire aujourd'hui que je vis de ma passion. Donc c'est juste extraordinaire. Ah, c'est fabuleux. En tout cas, ça fait super plaisir à entendre parce que c'est vrai que je me rappelle de nos conversations où, à l'époque, déjà, tu me faisais rêver. Donc, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Avec tes différents projets, c'était le tout début de Tout Race début, ouais. Across France. Exactement. C'était encore la phase où voilà, tu montais la structure, tu cherchais des partenariats, je me rappelle, avec les villes d'accueil, les villes d'arrivée. Donc, c'est juste génial de voir qu'aujourd'hui, bah, tu t'es donné les moyens et ça a pris. Donc, franchement, top. Ouais, sur Et... Race Cross France, bah, je te laisse me poser les questions, mais j'allais partir dans une Vas-y, explication. Mais je vas-y, te vas-y, laisse. vas-y. Bah, sur Race Cross France, c'est particulier parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi, cette épreuve. C'est-à-dire que la vision de ce qui se passe aujourd'hui, le fait que la Race Cross France intègre la haute route. Donc c'est ce que je dis aux partenaires qui me contactent depuis, c'est que tout a changé parce qu'effectivement j'ai vendu le concept, mais rien n'a changé au final parce que je suis toujours attaché à la course et c'est toujours Mhm. moi qui l'organise. Mais cette épreuve, effectivement, quand je l'ai lancée, tout le monde me regardait, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Une course d'ultra de 2500 km en France, une niche avec 42 participants seulement au départ. Je me souviens précisément de la personne, dont je ne dirai pas le nom, que j'avais démarché pour qu'elle m'accompagne à développer l'épreuve, qui m'a répondu: c'est un super projet, mais tu reviendras me voir quand ça marchera. Donc tu te doutes bien que bien évidemment, je ne retournerai pas voir cette personne, mais j'y ai cru dès le départ. C'est-à-dire que vraiment, quand j'entendais pas des mentors, mais des gens qui m'inspiraient, écouter leur parcours, et quand ils décrivaient que c'est quelque chose qu'ils avaient en eux, je comprends. Parce que la Race Cross France, j'y ai toujours cru, et je me souviens précisément de cet entraînement que j'ai fait autour de Lyon, où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais Arnaud, c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Je suis rentré chez moi après mon entraînement et j'ai dit à ma compagne, mais en fait, je vais créer la Race Cross France et ça va marcher parce qu'on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce qui arrive aujourd'hui sur la Race Cross France, la vision, elle a déjà été écrite il y a 4 ans. C'est pas, ce qui se passe n'est pas une surprise quelque part pour moi. C'est quelque Hmm. chose que j'avais écrit, et ce qui va arriver dans les années à venir, c'est déjà écrit en fait. Donc, bien évidemment, après, il faut s'adapter, il faut être flexible, tout ça, mais pour le moment, écoute, j'avance avec cette épreuve, et elle me porte complètement, quoi. Donc c'est le début, c'est que le début d'une belle histoire. Ouais. Ah, tu nous fais rêver là. Ça, c'est du teasing. Ça me fait penser, tu vois, à 2 épisodes que j'ai fait avec 2 entrepreneurs aussi à succès qui ont, comme toi, créé des projets et qui très rapidement ont pris. Stan Gruot, le CEO d'Explora Project, et Anthony Bourbon, le CEO de Feed. Et ils disaient exactement comme toi, c'est-à-dire que ce que le grand public voit de leurs projets respectifs aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de leur vision qu'ils ont écrite il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière, Exactement, et qui exactement. se met en place aujourd'hui. Donc, c'est vachement intéressant d'entendre ça. Alors, pour les auditeurs, auditrices qui sont dans le cyclisme, Race Across France, bon, je pense que ça devient un événement un petit peu incontournable sur la scène française. Mais tu as évoqué, en tout cas, si je ne me trompe pas, ce qui a été ton Graal pendant un moment, qui est la Race Across America. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est et Alors, quel a été ce milestone pour toi dans ta vie? ouais, ça a été un vrai changement. Franchement, je m'attendais à ce que cette épreuve soit l'aboutissement de quelque chose. Et en fait, ça a été le début de quelque chose. Alors, la Race Cross America,
Ça consiste à traverser le continent nord-américain d'ouest en est en une seule étape, en un maximum de 12 jours, où il y a un point de départ, un point d'arrivée, et c'est en gros, une fois que le départ est donné en individuel, on n'a pas la possibilité de rouler à plusieurs, c'est le premier qui est arrivé de l'autre côté du continent. Donc la course fait 5000 km, on traverse les Rocheuses, les déserts de l'Ouest américain, les terres rouges, et ensuite on traverse les plaines du Kansas pour aller chercher l'humidité et la chaîne de montagnes des Appalaches, et d'arriver entre Washington et Baltimore, alors que le point de départ est juste en dessous de Los Angeles. Pour faire cette épreuve, il faut s'être qualifié. Et donc, effectivement, j'ai découvert cette épreuve en 2010. J'ai toujours dit que je la ferais, que je la finirais. Et donc, je l'ai fait en 2013 par équipe de deux, vraiment pour observer, pour voir. Et là, je me souviens encore quand je suis arrivé sur le parking, j'ai pris une claque monumentale quand j'ai vu les moyens financiers qui étaient consacrés à certaines équipes. Mais en fait, je me suis dit, mais en France, mais on est à 100 000 lieues d'imaginer ce qui existe aux États-Unis, et c'était la 35e ou la 32e édition. Donc, on ne connaissait pas du tout cette épreuve. Il n'y avait que 4 Français, je Mmh. crois, qui l'avaient fini en solo. T'imagines? euh, Ouais. et donc, je l'ai terminé, on l'a terminé en 8 jours et 2 heures, je crois, en 2013. Et j'ai connu, juste après cette épreuve, on va pas dire une dépression, mais un peu le blues de ce que connaissent beaucoup d'athlètes. Hein, moi, j'en parle beaucoup dans mon podcast, mais ce que connaissent beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire la dépression après l'événement. C'est-à-dire que tu une vraie descente où tu n'as plus trop d'objectifs, plus trop de repères. Et là, moi, le mois de septembre-octobre était vraiment terrible, terrible après cet événement parce que je me disais, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Et c'est là que j'ai rappelé tous mes équipiers, je leur ai dit, écoutez, on y retourne, mais cette fois-ci, je vais au bout de l'aventure, je la fais seule. Alors ça paraissait un truc de folie, puisque moi, j'avais jamais fait d'ultra. Enfin, tu vois, pour certains, la Race Across America, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est Ouais. la finalité d'un chemin de cycliste ultra-distance, ou c'est le Graal. Moi, la première ultra que j'ai fait, c'est celle-ci, en fait. Voilà. Enfin, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller faire une traversée de la France, une diagonale, je sais pas quoi, un brevet, je sais pas quoi. Moi, je me suis dit, non, si la plus grosse, c'est celle-ci, je veux faire celle-ci, en fait. Et puis les États-Unis, bon, ça fait rêver beaucoup de personnes, tu vois. Donc, je me suis inscrit en 2015, et je me suis entraîné tout en travaillant chez Apple sans prendre un jour de congé. Donc, je faisais sans demander d'aménagement de planning. Donc, j'ai fait en fonction de mes horaires. Si je prenais à midi, j'allais m'entraîner dès 6 heures le matin. Et si je finissais plus tôt, j'allais m'entraîner le soir. Et si je bossais pas les week-ends, je faisais 12 heures, entre 8 et 12 heures de vélo par jour le week-end pour prendre du foncier. Et je suis arrivé au départ comme ça de cette épreuve, avec une concentration énorme. Mais quand j'y repense, j'avais un niveau d'engagement, j'aurais pu finir en rampant, je pense. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la sensation est assez bizarre à décrire, mais j'en ai les frissons, tu vois, d'en reparler, parce que sur la ligne de départ, il n'y avait pas d'après pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait la Race Across America et il n'y avait rien d'autre. Il ne fallait même pas me demander ce que tu allais faire après ou dans 2 ans. Il n'y avait rien, en fait. Il y avait cette course et je savais que je devais la finir. Parce que j'avais le sentiment, l'intuition en moi que c'était important que je finisse, et que même si je ne savais pas ce qui allait découler derrière, ça allait changer des choses. Tu vois, je savais que l'ultra en Ouais. France n'était pas connu, mais je savais que le jour où l'ultra allait exploser en France, si je terminais cette épreuve, peut-être que ça allait changer des choses pour moi. Et donc, je sais même pas comment j'ai fait. Même les matins maintenant, tu vois, je me lève et je me dis, mais comment tu as fait pour terminer cette épreuve, en fait? Et 6 ans après, j'ai toujours le meilleur temps français sur l'épreuve en 11 jours et 2 heures. J'ai d'ailleurs toujours ces 2 heures un peu en travers de la gorge, parce que sinon, tu vois, c'est 10 heures, tu vois, 10 jours, 23 heures, c'est pas 11 jours et 2 heures, tu vois. Donc, bon, voilà. Et donc, j'ai terminé avec des blessures à la selle au bout de la deuxième nuit. Donc, il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui a été monté sur mon Ouais, parcours, qui est sur Vimeo. Donc, tu pourras mettre les liens. ouais. Voilà, mais enfin, ça dure 21 minutes. Mais franchement, voilà, si vous avez 21 minutes dans votre journée, la vidéo est vraiment très bien montée. Et donc, je termine. Et là, bon, changement de vie derrière. Enfin, bon, voilà. Et puis là, je me suis dit, bon, il faut la faire en France, quoi. Et puis, c'est comme ça que la course s'est lancée derrière. Waouh!
Alors, petite parenthèse, pour celles et ceux qui découvrent Arnaud, s'il y en a sur le podcast, imaginez un peu ma tête quand on m'annonce qu'un énergumène pareil rejoint notre équipe. Je me suis dit, oula, non mais quelqu'un comme ça va être... Enfin, comment est-ce que c'est possible même que ça existe, qui travaille à temps plein, qui fait des projets pareils? Waouh. Là, tu vois, Ouais, même en ouais, connaissant ton histoire, de t'entendre la raconter à nouveau, enfin, c'est juste dingue, quoi. Et ce qui est fou, c'est que il y a encore ce record, que ce soit encore, ouais, qu'il y alors a c'est encore ce vrai meilleur temps. que, ouais, alors tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que franchement, je ne suis pas un surhumain, hein. J'ai des problèmes de pied, j'ai des gros problèmes de pied. J'ai la jambe droite un peu plus courte que la jambe gauche, donc j'ai des gros problèmes de genoux et de bassin. Je suis asthmatique. Enfin, tu vois, je suis pas, enfin, je fais du vélo, mais j'ai pas un potentiel de malade. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui se met ses propres limites. Hmm. C'est aussi un de mes traits de caractère, c'est que et encore plus après l'avoir fini, du coup, j'allais dire, j'ai peur de rien. C'est pas que j'ai peur de rien, mais tout est possible, quoi, en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, je le planifie dans la durée, dans le temps, et je m'organise pour le rendre réalisable. Tu vois? Ouais. Et tout le monde peut faire la Race Across America, et je connais même des coureurs qui pourraient mais exploser mon temps. Mais c'est juste que ces gens-là n'ont pas l'audace euh, de se dire, bah, je vais y aller en fait. Tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui rêvent pas assez grand. Moi, on m'a toujours dit que j'étais un grand rêveur dans la vie. Je me revois encore quand j'étais étudiant, quand je parlais de mes projets, on me disait, mais toi, tu es un grand rêveur, hein. Bah ouais, je suis un grand rêveur, mais n'empêche que bah, je fais des tas de choses que j'aurais jamais pensé faire dans la vie, mais je les fais parce que je les imagine, je les mets sur le papier, ça devient des projets, et puis après, ça devient des choses qui sont concrètes. Et je pense il y a trop de gens, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, il y a trop de gens qui se limitent eux-mêmes en fait. Et Hmm. ça, moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas me limiter. Voilà, j'ai une idée, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. À partir du moment où ça m'enthousiasme, ben je creuse et ça devient des projets. Mais tu sais, c'est très intéressant de l'entendre dire et je vous promets que enfin, c'était pas prévu que j'envoie des fleurs comme ça à Arnaud, mais c'est vrai qu'Arnaud, enfin moi, pour t'avoir côtoyé quelques temps, ce qui surprend, enfin en tout cas, ce qui marque, c'est cet enthousiasme dont tu parles. Tu vois, le fait que tu sois un grand rêveur, c'est une chose, mais après, c'est l'enthousiasme et l'énergie que tu déploies pour mettre ces projets en place. Et ce que je trouve fou, qui m'a vraiment marqué dès le début, c'est que tu entraînes les gens avec toi. Tu vois, quand on était encore, on travaillait tous les deux pour la même boîte, il y avait plusieurs employés, je sais plus combien exactement ils étaient à te suivre sur Race Across America, puis sur Race Across France. Mais j'en ai croisé dans toute la France. Quand je suis venu faire un tour en Suisse, je suis tombé sur des employés qui m'ont dit: «Ah oui, mais Arnaud, bah ouais, mais je suis dans l'équipe.» Tu vois, et c'est ça qui est juste fou, c'est que tu as cette faculté, je trouve, à donner vie à des projets, mais plus que ça, à entraîner avec toi. Et Bah, moi, ça, c'est juste incroyable. ouais, et puis c'est ce qui fait sens, c'est-à-dire que si tu fais des choses qui sont pas, je veux dire que tout le monde ne peut pas faire, bah, quelque part, où est le sens en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Moi, j'essaie de faire des projets et je me dis, ça, est-ce que n'importe qui peut le faire? Bah oui, n'importe qui peut le faire à côté du moment où il décide de le faire. Tu vois, je Mmh. pense qu'après, on parlera de la Laponie, mais c'est pareil, Ouais, en fait. Bah, tout le monde peut le faire. Bah, il a fait moins 45 en ressenti. Bah oui, oui, il a fait froid, mais c'est accessible, en fait. Moi qui avais peur du froid, si je l'ai fait, bah, imagine une personne normalement constituée, elle peut aussi le faire, en fait. C'est que ouais. voilà, je me mets pas de limite, en fait. J'ai pas de limite. Voilà. Alors, parlons de Race Across France. La Laponie, on va en parler, c'est sûr, mais peut-être déjà que tu nous dises comment s'est passée la mise en place de Race Across France et qu'est-ce que la Race Across France aujourd'hui? Ah, ça c'est ouais, là aussi j'ai des anecdotes que je vais te livrer. J'en parle pas beaucoup, mais je peux te donner deux trois trucs. Mais en fait, bah, Race Cross France, et quand j'ai fait la Race Cross America, je me suis dit Arnaud, il faut absolument que tu importes ça en France, même si l'ultra distance n'est pas connue en France. Alors quand je dis l'ultra distance n'est pas connue en France, je me fais toujours reprendre par des cyclistes qui me disent Arnaud, il y avait les cyclosportifs avant, tu vois, les cyclosportifs qui faisaient des diagonales, mais ça n'a Ouais, rien à voir. L'ultra distance sur le mode comme je l'ai importé en France avec la Race Cross France, c'est des départs toutes les minutes. C'est des gens qui font 300, 500, 1100 ou 2600 seuls sur leur vélo. Il n'y a pas de départ en peloton. Il y a une balise GPS. Avant, personne n'avait de balise GPS en France quand j'ai amené ça. On m'a tout de suite dit, mais pourquoi des balises GPS? C'est pas une course? Bah, peut-être. Mais au moins, moi, je sais que mes concurrents sont en sécurité et je sais ouais. précisément où ils sont. Je ne les laisse pas dans la nature. Donc voilà, j'ai apporté ce concept-là en France.
avec une première édition en 2018. Et plutôt que de faire tout de suite, donc c'est moi-même qui ai tracé la map, et plutôt que de faire tout de suite un 2500, je me suis dit, ben, dès le départ, même si ce concept-là n'est pas inconnu, même si ça interpelle, je vais tout de suite aller dans le côté un peu éducatif. Donc j'ai fait un 300, un 500, un 1100 et un 2500, de manière à ce que ça aille crescendo pour les gens qui veulent se lancer. Et donc, bah, je l'ai fait comme ça. Après, j'ai trouvé une ville départ, j'ai trouvé une ville d'arrivée. Donc, c'est énormément d'heures de travail, hein, tu t'en doutes. Mais j'ai Mhm. réussi à emmener avec moi aussi des bénévoles, des gens qui croient au projet, qui m'accompagnent. Donc, je m'appuie sur des piliers. Je fais pas tout seul, bien évidemment. J'ai toujours fait les choses en équipe. Même si je suis tout seul sur le vélo, j'ai une équipe avec moi. Et là, la Race Cross France, même si je la porte, j'ai une équipe avec moi. Donc, je me suis appuyé sur ces gens-là qui m'ont magnifiquement aidé. Et puis, la Race Cross France est née. Voilà, elle est née en 2018. Pourquoi 2018? Elle était prévue au départ en 2019, mais je voulais pas la faire en 2019 parce qu'il y avait un Paris-Brest-Paris. Donc, Ah, ouais. je l'ai anticipé, je l'ai un peu précipité, mais c'était volontaire. Et donc, elle est née comme ça en 2018, où dans tous les bénévoles qui m'avaient accompagné, j'avais vraiment aussi deux personnes avec qui je travaillais en proximité, où je voulais vraiment qu'on avance, enfin, je voulais vraiment moi avancer avec eux parce que je faisais confiance. Et puis, il se trouve qu'une des deux personnes, malheureusement, est tombée malade, donc on s'est retrouvé à deux. Et 2 mois avant de l'épreuve, la personne avec qui j'avais une entière confiance m'a lâché, puisqu'elle ne voulait pas que je sponsorise l'épreuve, alors que moi, j'avais cette vision de développement, de création d'entreprise derrière, et elle voulait rester en mode associatif. Et donc, je me suis retrouvé tout seul Ah deux ouais. mois avant, 2 mois avant l'événement. Ah, je savais pas ça. Bah oui, je savais pas. Voilà, je te le dis à toi parce que tu me poses la question, mais les gens qui me posent pas la question, je le mets pas en avant. Mais ouais, ça a été 3 nuits blanches, je crois, à me dire, attends, Arnaud, t'es à 2 mois de l'épreuve. Alors, t'as 40 personnes qui viennent et t'es tout seul. Donc, et puis, bah, je m'en suis sorti, voilà. Tu remontes les manches et tu te dis, bon, voilà, donc tu reposes les choses, mind mapping, hop, ça, et puis ben, ça repart. Voilà, ça repart. Et puis, ben, première édition, 42 personnes. Deuxième édition, 65. Troisième édition, 175. Et là, cette année, en juillet 2021, j'attends 700 personnes. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, donc oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. J'ai eu des partenaires qui m'ont fait confiance au départ. Alors, c'était pas de la dotation financière, mais au moins je prenais parce que c'était de la dotation matérielle. Ça me permettait de faire en sorte que mes participants aient une belle dotation. Et là-dessus, je suis plutôt gentil, plutôt sympa parce que j'aime que mes participants aient une belle dotation au départ. Et surtout, j'ai mis un billet également sur de la communication photo-vidéo pour avoir du beau contenu. Et effet Covid, pas effet Covid, je pense qu'il y a eu aussi l'effet Covid. Il y a aussi la récompense du travail que l'on a fait depuis 3 ans, qui fait Mhm. que ben, aujourd'hui, 700 personnes, je ne connais pas une autre épreuve d'ultra-distance dans le monde qui réunit 700 personnes. Donc, euh, donc voilà, et puis bah écoute, approché par un groupe suisse au mois d'octobre, et en même temps il y avait qu'un groupe étranger qui puisse comprendre la vision dans laquelle moi je voulais aller, puisque on a bien évidemment, hein, moi j'ai parlé de cette vision, de là où je voulais aller, et puis ben voilà, le projet, le concept et la marque a été vendu à ce groupe suisse basé à Lausanne, qui est la Haute Route, et derrière bah, je reste attaché à l'événement pour aller la stabiliser, on va dire, en France, mais pouvoir avoir la chance de continuer à appliquer la vision qui est la mienne, c'est-à-dire l'Europe et l'étranger. Voilà. Waouh. Tu dirais que le profil des participants a évolué depuis la première édition? Parce on en avait parlé, je me rappelle, on était encore pas mal en contact au moment où ça se lançait. Et si je me souviens bien, c'était déjà beaucoup d'étrangers sur ces 42 premiers participants. C'est C'est ça, toujours le cas aujourd'hui? plus du tout. Ça a complètement Ok. évolué, et c'est là que tu vois que la discipline s'installe et qu'on est au tout début de l'histoire. Mais quand je dis au tout début de l'histoire, on est vraiment au tout début de l'histoire. C'est-à-dire que la première année, j'avais 70% d'étrangers. Et sur tous ces participants, c'était des early adopters. C'est-à-dire que c'était tous des personnes qui se sont inscrites avant même de connaître le parcours, mais c'était tous des pratiquants d'ultra-distance déjà. Voilà. Ok. C'est-à-dire que sur les 42 participants que j'en avais déjà 25 sur la 2500. La première année, au départ de la 300 km, j'en avais que 2. Et Ah là, oui. cette année, j'en ai 250. Voilà, donc cette année, la vapeur s'est complètement inversée. Déjà, très peu d'étrangers, uniquement 5%.
avec le Covid, les gens ne se Oui. projettent pas. Hein. J'ai pas les Américains que j'avais avant, j'ai pas les Asiatiques que j'avais avant. Donc là, cette année, c'est 95% de Français et sur la totalité des participants, 60% de néo-pratiquants. C'est-à-dire des gens qui viennent Waouh. sur la discipline parce que ils ont vu des images de l'année passée, ils écoutent le podcast Ultra Talk, euh, et quand je fais passer des messages, ils se disent, moi j'ai envie de connaître ça en fait. J'ai Ouais. l'exemple d'une fille l'année passée qui a fini le 300, elle a fini à pied. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée du 300 km est au sommet du Mont Ventoux. Eh bien, elle a marché depuis le Chalet Reynard. Elle a fini dans les temps, dans les temps impartis. Elle a fini en 21h30, je crois, au lieu de 24 heures. Et quand je l'ai vue arriver en marchant, j'ai été la voir en disant, mais déjà bravo, bravo, félicitations. Mais en fait, tu avais déjà fait un 300 avant? Elle me dit, non, j'avais jamais fait plus de 150. Ah ok, Ah mais ouais. alors pourquoi en fait, pourquoi tu es là, tu vois? Pourquoi tu fais ça? Elle me dit, j'écoute tes podcasts et j'ai eu envie de voir de l'intérieur ce que c'était. Tu vois? Donc, ah ok, d'accord. Et c'est là Excellent. que j'ai pris la puissance, c'est là que j'ai compris la puissance du podcasting parce que les gens sur la Race Cross France, et là c'est hyper frustrant quelquefois, c'est qu'ils me connaissent plus pour le podcasteur que pour le cycliste, tu vois? Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent sur la discipline, mais parce qu'ils ont fait du triathlon et ils ont envie de connaître autre chose, ils ont envie de se dépasser et ils ont envie de connaître un petit peu qu'est-ce que c'est que cette discipline. Donc, c'est super intéressant. En termes de dépassement, tu dirais que c'est quoi les challenges sur des épreuves, que ce soit 300 pour des néophytes ou 2500 pour des vétérans? Qu'est-ce qui fait que les gens doivent aller un peu puiser au fond pour finir des épreuves comme ça? Il y a la première chose comme ça, c'est de rouler aussi longtemps, parce que Mmh. tu roules quand même longtemps, et c'est surtout la privation de sommeil. Parce que ça soit le 300 ou le 2500, même sur le 300, on leur fait sauter une nuit. C'est-à-dire que quand tu fais le 300, si tu dors, c'est une demi-heure, une heure, pas plus. Donc, OK. c'est cette privation de sommeil qui est nouveau. Alors, pour certains, c'est extraordinaire parce qu'ils découvrent rouler, monter le Mont Ventoux par une pleine lune avec un ciel étoilé. C'est magnifique, ça te marque à vie. Enfin, tu vois les lumières. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, ceux qui font le 2005, c'est pareil, c'est enchaîner, enfin, c'est traverser la France quand même. Tu vois, quand tu habites dans un Ouais. pays, tu découvres des régions que tu n'as jamais connues. Parce que j'ai aussi construit le parcours pour un peu être un guide touristique. C'est-à-dire qu'on fait on fait le Ventoux, mais on fait aussi tous les sommets mythiques des Alpes. Ensuite, on fait le lac d'Annecy, on fait les châteaux de la Loire. Cette année, j'ai rajouté le Mont Saint-Michel. On fait les plages du débarquement. Donc, Ah ouais. c'est quand même un parcours qui est magnifique, qui est magnifique. Excellent. Excellent. Alors, puisqu'on parle de dépassement, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler Jeanlin nous avait fait un peu de teasing, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter notre conversation, mais il nous avait expliqué que, oui, puisqu'on l'a pas précisé non plus, mais dans tes nombreux projets, tu as fait un tour de France, à vélo récemment, 5000 C'est ça, kilomètres c'est en ça. 30 jours, si je me souviens bien. 21 jours. 21 jours, autant pour moi, excuse-moi, 21 jours. Avec le compère Jeanlin, C'est ça. qui avait commencé à nous faire un petit peu de teasing sur ton rapport au froid. Ouais, Alors, exact. est-ce que tu En peux fait, nous en dire plus? bien sûr, c'est qu'effectivement, avec Jeanlin, on s'est retrouvés tous les deux privés d'épreuves l'année passée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, l'année passée, je préparais une grosse saison d'ultra-distance qui devait me conduire sur un projet de record du Tour du Monde à vélo. Et un an après, on est à 100 000 lieues de ça. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on était vraiment prêts puisque Jeanlin, lui, devait partir aux États-Unis. Et moi, je devais Mmh. faire la TCR pour me préparer. La Transcontinental Race qui partait de Brest pour arriver en Bulgarie. Donc, on était très affûtés et le Covid est arrivé. Les épreuves se sont annulées une par une. Et Jeanlin m'appelle le vendredi pour me dire attends, excuse-moi. Pas de problème. Jeanlin, excuse-moi, donc je reprends. Et donc Jeanlin m'appelle le vendredi pour me dire écoute, je suis énormément déçu, mon épreuve est annulée. Et moi, je l'appelle le mardi en lui disant écoute, Jeanlin, moi aussi je suis déçu, la TCR est annulée. Voilà, donc on s'est retrouvés tous les deux sans épreuve. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on s'est dit bon, écoute, on se laisse 15 jours, on réfléchit. Et puis, écoute, on essaie de trouver un plan B. Donc moi, j'avais une idée de quelque chose de très communautaire, de partager avec les gens qui me suivent euh, pour venir rouler avec nous. Et lui m'a proposé ce Tour de France randonneur. Et puis, ça s'est fait. Donc on a fait le Tour de la France par les frontières et le littoral, 5000 km. Là, les Alpes et les Pyrénées. Enfin, moi, j'ai roulé dans des départements que je ne connaissais pas. J'avais plus roulé dans le Colorado
qu'en France, tu vois ce que je veux dire, dans ce département-là. Et donc, c'était magnifique, magnifique. Et effectivement, il s'est trouvé que dans les Alpes, à la sortie des Alpes, je pense la fatigue, le manque de calories, puisqu'on est arrivé tard la veille, on était reparti tôt. Euh, bah, euh, on a attaqué le col de la Bonnette et un peu le ventre vide. Et milieu de la Bonnette, un peu comme une crise d'angoisse, tu vois, comme une crise d'angoisse où je mets pied à terre. Hein. J'ai mis pied à terre et je dis à Jean-Lin, écoute, Jean-Lin, Ah j'arriverai oui. pas en fait, j'arriverai pas. J'arriverai pas au sommet. Il me dit, bah, pourquoi? Regarde, grand ciel bleu, en plus, grand ciel bleu, magnifique, quoi, tu vois. Le soleil venait de se lever, donc le paysage de ouf, quoi. Paysage magnifique. Ben, j'en ai pas profité. J'étais, je m'étais mis en tête que je ne franchirais pas le sommet parce qu'il faisait tellement froid que bah, j'allais avoir froid, en fait. Et donc, on est reparti. Je suis arrivé au sommet, j'ai mis tous les fringues que j'avais plus rien dans mes sacoches, j'avais plus rien dans mes sacoches, j'avais tout mis. Et on est redescendu, après on s'est réchauffé au soleil en bas. Et, et, voilà, je ne l'avais pas forcément analysé comme ça, mais en tout cas, le point de départ, il est là, de mon rapport, et d'essayer de comprendre pourquoi. Et donc, effectivement, rapport avec le froid très compliqué. Donc, on a fini ce Tour de France, et après, ça m'est revenu un petit peu les semaines d'après, en fait, en me disant, mais écoute, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et donc, oui, effectivement, j'ai peur du froid. Et pour essayer de comprendre ce rapport au froid, parce que pour moi, en fait, ça voulait signifier froid égale mort. C'est-à-dire que je pense que une fois que tu as froid, pour moi, ça signifiait que tu peux plus te réchauffer. Tu as Hmm. froid, donc forcément, tu vas continuer à avoir froid. Et ce rapport avec le froid, la mort, le noir, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai pas souvenir dans ma jeunesse qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'aurait marqué à ce point-là. Et donc, ben, à un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Arnaud, puisque tu as peur du froid, bah, tu vas aller t'y confronter. Tu vas aller directement rouler. Et je pense que c'est là que le déclic est arrivé quand j'ai fait un podcast avec Vanessa Morales où j'ai vu ces images complètement dingues. Et je me suis dit, bah voilà, il y a un signe, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est en Laponie pour justement je me confronte au froid. Et le projet North Calling d'aller traverser la Laponie est né à ce moment-là. OK. Et il t'a fallu combien de temps, par curiosité, avant qu'on rentre dans le détail de cet autre projet complètement fou, il t'a fallu combien de temps pour analyser tout ça? C'est-à-dire pour te dire, bon, là, il s'est passé cet événement sur ce col en particulier qui impliquait le froid. Il faut que j'en fasse quelque chose. Plutôt que tu vois que ce soit un mauvais souvenir, il faut que, boum, j'actionne dessus. Il m'a fallu 3 mois. Trois Ah mois, oui, parce rapide que quand même. j'ai relancé le projet en 3-4 mois, parce que j'ai relancé le projet North Calling en octobre. Et puis surtout, j'ai bien compris que je ne pourrais pas faire le tour du monde en 2021, parce que bah, tu imagines bien que Oui, oui. c'est impossible. Donc je me suis dit, bon ben voilà, puisque je ne peux pas faire le tour du monde, ben, je vais aller rouler au sommet en fait, sur le toit du monde. Et les routes qui mènent sur le toit du monde en Europe, c'est le Cap Nord, et le Cap Nord. Et c'est là qu'en analysant tout ça, bah, je me suis dit, bah, non seulement je vais aller rouler au Cap Nord, mais je vais y aller en plein hiver. Voilà. Pour justement me confronter au froid. Et donc, le projet s'est mis en place à la base comme ça. Et puis, les frontières se sont fermées petit à petit. Et donc, avec mon équipe, on s'est dit, bah, écoute, on décale de 15 jours, on décale de 15 jours, on décale de 15 jours, toujours dans ce déni, hein, qui est quand même, faut l'avouer, hein, on est en plein déni sur ce Covid parce qu'on dit toujours que ça ira mieux dans 15 jours, ça ira mieux dans 15 jours. Et Ouais. puis ça fait un an qu'on y est et ça va pas mieux. Voilà. Et donc, on est arrivé aux fêtes de Noël. Ben, les frontières étaient toujours fermées, tu vois. Et donc, on a envisagé l'Islande aussi, qui reproduisait les mêmes conditions de froid et d'aurore boréale. Et de nuit surtout, de nuit polaire très très tôt, hein, 14h30, 15h. La Finlande, les frontières étaient fermées. La Norvège, les frontières étaient fermées. Et là, ben, une fenêtre avec la Suède, qui est un pays en plus que j'adore. Et donc, ben, voilà, à un moment donné, je crois que c'était le 27 décembre, j'ai appelé le photographe, le vidéaste et le guide, et je lui ai dit, ben voilà, on part le 25 au matin et on va traverser la Laponie. Et puis après, brainstorming, ok, on traverse la Laponie, mais d'où? Du sud au nord. Et là, bah pareil, j'avais la carte sous les yeux, je leur ai dit, bah non, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va quelque part, pour l'avenir, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, on verra dans 25 ans, mais de laisser une marque, de laisser une trace, de dire, bah voilà, on est en 2021 et on ne peut pas voyager et les frontières sont fermées, donc on va partir de la frontière finlandaise jusqu'à la frontière norvégienne. Donc on va traverser la Laponie suédoise, mais d'une frontière fermée à une frontière fermée. Et donc, bah, c'est comme ça, c'est 3 semaines avant, quelque part, que le parcours a vraiment été posé et que D'accord. vraiment le projet s'est concrétisé.
Waouh, OK. Et comment tu t'es préparé à ça? C'est-à-dire, tu es allé pour un but précis, mais en termes de préparation, qu'est-ce que tu as mis en place? Je rigole parce que ça va te faire sourire, parce que, écoute, avec un confinement à 18 heures, j'ai préparé pour aller rouler dans des températures entre -10 et -30, hein, on pensait pas qu'il allait faire si froid, dans une pièce chauffée à 18 degrés sur Zwift. Voilà. Excellent. Écoute, oui, parce que j'avais prévu d'aller rouler la nuit pour quand même aller me confronter un peu plus le Oui. froid chez nous en France. Bon, bah, c'est la nuit, voilà. Mais bon, avec un confinement à 18 heures et avec l'emploi du temps que j'ai, bah, j'ai fait de l'intensif sur Zwift plutôt que de faire du foncier dans le froid. Voilà. Mais je me suis adapté. Il faut être flexible et il faut faire avec ce que tu as. Et la possibilité, c'était ça pour moi. Donc, je l'ai fait sans aucun regret et en le faisant le mieux possible. Et au final, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir cette expérience North Calling? Alors, c'était complètement dingue, hein, parce que rouler sur des. Déjà, quand je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, on est arrivé, il faisait -17, et quand tu sors de l'aéroport, la première inspiration à -17, tu t'en souviens. Tu t'en souviens, et surtout, je ne pensais pas que les routes allaient être dans cet état. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de se l'imaginer, mais il y a 5 centimètres de glace partout, en fait, partout. Et donc, j'avais repéré un shop pour aller faire que 2-3 vérifs si besoin, et ça a été bénéfique puisque j'ai été changer mes pneus enfin, à la veille du départ, et on a équipé mes pneus, des pneus de 48, donc beaucoup plus gros, et surtout, j'avais peut-être 300 clous par pneu, quoi. Tu Ah vois? oui, Et là, ouais. par contre, j'accrochais. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait tracter. Il fallait tracter. Et la dépense énergétique nécessaire pour rouler à 20 km/h, elle est folle. C'est comme si tu voulais rouler à 40 km/h chez nous. Donc, Mmh. je brûlais énormément de calories. J'ai d'ailleurs perdu 4 kilos en 6 jours. Ah oui, Bah oui, parce que tu es constamment en prise, constamment en prise. Il n'y a pas de col là-bas, donc il n'y a pas de route qui monte à 3-4%. Ça monte à 1,5%. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de descente non plus. Donc, tu ouais, es toujours, toujours en prise. Donc, bah déjà, ce que ça m'a appris, c'est que ton corps était capable de s'adapter dans n'importe quelle condition, mais à la condition que tu l'acceptes, le terrain. Que tu vois que tu te confrontes pas à lui, en fait. Moi, la ouais, première ouais. journée, j'ai voulu me confronter au terrain en me disant, bah, c'est pas grave, les conditions elles sont comme ça, mais moi, je vais rouler à temps de moyenne, en fait. Et donc, j'ai roulé, roulé, roulé. Le soir, j'étais démonté. Le premier soir, les gens qui ont vu les vidéos, ils m'ont dit, ah ouais, t'as ramasse quand même, Arnaud, la première soir. Bah ouais, le premier soir, j'ai pas pu manger. J'étais nauséeux, mais comme si j'avais fait 600 bornes. Donc, j'ai rien mangé le premier soir. Et le deuxième jour, je me suis dit, OK, j'ai compris, je m'adapte. Et donc, je suis parti sur un rythme différent. Et c'est passé comme ça. Et c'est passé comme ça. Donc, la leçon que j'en ai tirée, c'est que il faut essayer d'analyser le plus vite possible le terrain pour t'adapter au terrain, et non pas rester sur un kilométrage, une moyenne, ce genre de choses. Oui. Et la deuxième chose, c'est que le froid, bah oui, j'ai eu peur du froid. Alors, comment j'ai fait? Bah, il se trouve qu'il y a une journée, il a fait -33, mais Oh la sous vache! abri, sous abri, ce qui correspond à un ressenti calculé à -45. Donc, ça, c'est complètement dingue. Et en même temps, je dirais presque heureusement qu'il y a eu cette journée, parce que là, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, mes limites, tu vois. Et parce que sinon, les autres journées ont été entre -15 et -20. Mais je dirais que quand tu es bien équipé comme je pouvais l'être, ça passe. Franchement, ça passe. Mais le -33 sous abri et le -45 ressenti, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et en fait, j'ai eu les mêmes sensations que quand j'ai connu le 50 degrés dans le désert californien. C'est-à-dire que ton esprit, en fait, pour moi, la limite, j'ai vraiment senti la limite psychologique à -28. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si ton champ de vision se rétrécissait juste pour ne voir que ce que tu as vraiment devant toi, et tu rentres dans un état de concentration. C'est comme si tu rentrais dans un tunnel de concentration où tu ne penses à rien d'autre que garder une cadence de pédalage pour pas prendre froid assez élevée, et surtout avancer et t'écouter. Est-ce que tu as froid tes pieds? Est-ce que tu as froid tes mains? Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Tu es à combien de l'arrivée? Enfin, tu es dans un état de concentration avec le recul presque de l'instinct de survie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu ouais, vas ouais. vraiment à l'essentiel. Et là, j'ai vraiment connu ce que j'ai trouvé, ce que j'étais venu chercher, vraiment. Waouh! Enfin, tu dis presque de l'instinct de survie. Pour le coup, c'est de l'instinct de survie parce que tu t'arrêtes, par -45, quelque chose se passe mal, tu tu plus en capacité de pédaler Ah et bah, tu es un peu t'es en en danger de position un peu mort. transpirant, ouais, tu es en T'es danger en de mort, danger de ouais. mort. Ouais, ouais. Tu es en danger de mort. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait moins 45 et j'avais envie d'eau glacée. Ne me demande pas pourquoi. OK. Je voulais pas de thé, je voulais pas de thé chaud, de chocolat. J'avais envie de boire glacé. Donc quand je buvais des glaçons, quoi, de l'eau. De toute façon, tout gelait, hein. À moins de 33, tu peux bien que tout gèle, hein. Donc je buvais comme ça. Et à un moment donné, je m'arrête pour prendre de l'eau justement. Et la personne qui me donne la bouteille me la tend par le goulot. Tu sais, une bouteille en plastique d'1,5 litre ou Ouais. de 2 litres, t'imagines? Elle me la tend par le goulot. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je la prends à pleine main. Donc, tu essaieras de prendre une bouteille d'1,5 litre ou de 2 litres pleine à pleine main comme ça. Bah, tu verras que tout déborde. Tout déborde. Donc, je te décris la scène. Moins 45 ressenti. Je prends une bouteille d'eau à pleine main et l'eau déborde. Voilà. Donc, là, il y a eu un échange avec la personne. En fait, nos regards se sont croisés. Et dans nos regards, on a compris qu'on était très très mal en fait, puisque je venais de me mouiller les mains par moins 45. Donc il y a eu une seconde de froid, tu vois, ou de moment de solitude. Et là, on s'est dit, OK, là, je suis très très mal parce que je viens de mettre les mains dans l'eau à moins Par moins 45. 45. Voilà. Donc le guide, lui, quand il a vu ça, il m'a dit, mais il hurlait, Arnaud, Arnaud, tout de suite, tu peux pas repartir. Il faut absolument changer tes gants. Tu peux pas repartir avec les mains mouillées. Moi, aucune envie de m'arrêter, juste envie de continuer. Donc je lui dis, non, non, ça va aller, ça va aller. Et entre-temps, mes mains avaient commençait déjà à cristalliser, tu vois. Donc je Waouh! me suis tapé dans les mains, je me suis tapé dans les mains, et là tous les cristaux ont commencé à voler. Donc le vidéaste, il était là, ah génial, trop stylé. Bah oui, tu m'étonnes. À l'écran c'est magnifique. Mais et donc je suis reparti. C'est-à-dire que j'ai tapé 3 coups dans mes mains, toute la neige, enfin la glace a volé. J'ai remis mes mains dans les manchons et je suis reparti. Et quand je suis reparti, au bout de 2 minutes, je me suis dit, oh, peut-être que tu as fait une bêtise de repartir aussi vite, mais c'est passé. Écoute, c'est passé. Voilà, c'est passé. J'ai pas eu froid aux mains. J'ai tout de suite, je suis reparti assez vite. Donc le flux sanguin a été assez important et j'ai eu un doigt qui commençait à être un peu frais, mais il est vite revenu et c'est passé. Voilà. Donc là, on a eu beaucoup de chance parce que là, ça peut être effectivement, comme tu l'as dit, sur cette température-là, faut pas te planter parce que ça peut Ouais, aller très très vite, très très ouais. vite. Waouh! C'est une sacrée histoire en tout cas, hein, Ouais, ouais, de ouais. voir que, tu vois, tu as pris à bras le corps en fait cette peur que tu avais du froid, ou en tout cas cette croyance que tu avais, ce que tu expliquais que tu associais, tu vois, plusieurs choses au froid, à la mort, et cetera, et que, bah, tu es juste allé, tu es allé tout chousse, en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est je trouve ça juste, hyper inspirant, et surtout fou de Ouais, voir que parce tu que y es allé rapidement, quoi. bah ouais, ouais, bah ouais, parce qu'il faut aussi saisir les opportunités, hein. Je veux dire, moi, j'avais la possibilité de le faire. Alors après, moi, je fais pas partie de ces gens qui te disent, OK, tu as un projet très bien. Alors, quand est-ce que tu peux le faire? Mets-le dans 3 ans, comme ça, tu as le temps de travailler, de rechercher. Je te dis Ouais. pas qu'il faut le faire du jour au lendemain, mais la vie, enfin, moi, c'est aussi mon trait de caractère. C'est que pour moi, tout peut s'arrêter demain, même tout à l'heure. Enfin, je veux dire, la vie, c'est un souffle, en fait. Donc, ça va trop vite, ça va trop vite. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai une opportunité, j'ai le budget qui me permet de le faire, fais-le. Voilà. Et donc, bah, on a positionné une date. Et après, derrière, bah, tu fais le maximum qui est possible pour le rendre réalisable. Et ça s'est fait. Et c'est une magnifique aventure. Et peut-être que, comme pour l'arabe, les gens m'en parlent encore 6 ans après. Peut-être que la Laponie, les gens m'en parleront encore dans 5 ans. Mais, Mmh. on a pris cette bulle d'oxygène et c'était extraordinaire. C'était magnifique. Génial. Est-ce que ça fait partie des futurs épisodes, sur Ultra Talk? Ce partage de Laponie, alors j'ai fait l'épisode sur le Tour de France avec Jeanlin parce qu'il y avait Ouais. Jeanlin. Je ne pense pas que je ferai un épisode sur moi-même. Non, non, je pense pas. Je ferai peut-être des conférences, des choses comme ça. Il y a un documentaire qui est en cours de montage. Euh, mais non, non, ça sera pas. Je ferai pas un podcast sur moi-même dans Ultra Talk. Non, non. OK. En tout cas, c'était top de pouvoir suivre, tout ça en live sur Instagram. C'est vrai que c'était, enfin, il y a plusieurs images, tu vois, qui me viennent tout de suite en tête. Il y en a une en particulier, où tu es sur un fond, bon, forcément un fond blanc évidemment, avec,
En termes d'équipement, tu avais un casque avec des. C'était quoi? Tu avais des lunettes de ski ou c'était un casque de Ouais, vélo que non. tu avais? Alors j'ai commencé avec un casque de snowboard et de toute façon Ah ouais, j'avais un masque de ski, c'était obligatoire pour te protéger du froid. ouais. Et à un moment donné, quand il a fait moins de 33, donc là, en moins 45 ressenti, ce qu'il faut savoir, c'est que ça gelait à l'intérieur de mon masque. C'est-à-dire Ah que mes ouais, lunettes, je voyais, c'était bluffant quand il pense comme histoire, parce que au fur et à mesure qu'on avançait, je voyais l'intérieur de mon masque qui commençait à se cristalliser, quoi. Tu sais, qui commençait à givrer à l'intérieur. ouais. C'était dingue, c'était dingue. Et ça m'a fait ça 3 fois dans la journée. Euh, donc tu te doutes bien, juste avec des petites lunettes de soleil, c'est Ouais, impossible à la vitesse de 18-20 l'heure. En vélo, avec la vitesse, c'est juste ouais. impossible. Mon vélo, mon iPhone que je portais dans ma poche pourtant, a lâché. C'est-à-dire que il était out. Il est revenu à lui 1 heure et demie ou 2 heures après que je sois arrivé. Mais il ne fonctionnait Waouh. plus. Mon vélo s'est recouvert d'un givre blanc et quand il s'est réchauffé, le carbone craquait. On entendait ding, ding, Ah ding. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'était cette journée-là, elle est mémorable pour nous, mémorable. Waouh. En tout cas, ouais, c'est un endroit vraiment hyper photogénique, donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir sur Instagram suivre tout ça. Ouais, puis Et puis il y avait des lives, ouais, puis c'était vraiment top. passer le cercle polaire en vélo, c'est Ouais, impensable. Passer le cercle polaire à en plein vélo hiver, c'est ça le truc. en hiver, bah écoute, je l'ai fait quoi. Voilà, Ouais, je pourrais raconter ça à mes enfants plus tard quoi, tu vois. c'est clair. Waouh! Écoute Arnaud, c'était juste fabuleux. On arrive déjà à la fin. On était un petit peu pressé par le temps, mais est-ce que, enfin, quel serait plutôt toi le message que tu aurais envie de partager fort de toutes ces expériences complètement incroyables que tu t'es autorisé à vivre? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Bah, en fait, moi je pense que le plus important c'est arrêter de se limiter en fait. On se limite Hmm. beaucoup trop avec des pensées négatives ou des choses comme ça. Faut pas se limiter. À partir de qu'il y a quelque chose qui vous enthousiasme, faut le faire, faut aller au bout et vous allez découvrir au final qui vous êtes vraiment. Parce que ce genre d'épreuve vous met face à vous-même, fait sauter tous les filtres et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et je pense que c'est le plus important. C'est pour ça que moi j'ai enlevé tout esprit de compétition dans ce que je fais maintenant parce que battre quelqu'un, ça peut être facile. Tout le monde peut battre quelqu'un, mais se confronter à soi-même, ça c'est beaucoup plus dur. Ça c'est beaucoup plus dur, mais ça fait grandir. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est il faut être capable de mettre la force de l'intention, elle est très importante. Et quand on se concentre et on est focus dans une direction, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne. En tout cas, ça va forcément vous élever beaucoup plus que si vous ne l'aviez pas fait, très clairement. Super. Écoute, super conseil. Encore une fois, un grand merci pour ton temps. Je connaissais quelques-unes de tes histoires, mais pas forcément toutes les anecdotes. C'était vraiment génial de pouvoir t'entendre raconter tout ça avec autant d'énergie. Donc, encore une fois, merci Arnaud. Je mettrai tous Non, les merci liens à toi, Loïc. en Merci à toi. description, avec grand plaisir. Donc, je mettrai le lien pour ton podcast, Ultra Talk, Race Across France, et puis tu me diras si tu veux que j'inclue d'autres choses. Et je te dis tout le meilleur pour la suite. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Loïc, pour cette prise de parole et je te dis à très bientôt et puis ben, bon vent à ton podcast, c'est top en tout cas. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!